L'Algérie a toujours soutenu la cause palestinienne. C'est une cause fidèle au principe de l'Algérie, Karim Brouri. Forcément, je pense que surtout notre génération, on a tous grandi avec des frères palestiniens avec nous à l'école, à la maison, dans nos quartiers. Donc, je pense que la question ne se pose même pas du fait qu'on soit touché par ce qui se passe, sans parler du côté humain. Mais ce qui est le plus révoltant, je pense, c'est le deux poids, deux mesures qu'aujourd'hui la communauté internationale applique à ce sujet. Après, ce que je vais dire, peut-être c'est dur, mais c'est peut-être le début ou la fin du commencement pour le peuple palestinien qui aujourd'hui se bat clairement pour libérer sa terre. Et personne ne pourra combattre le colon qui est en face d'eux mieux que eux-mêmes. Mais ils ont besoin en fait du support aujourd'hui de tout le monde musulman et arabe et le reste de la planète qui reste encore humain vis-à-vis de ce que nous voyons. Et si je peux lancer un message Oui. à mon nom et peut-être au nom de beaucoup d'autres Algériens, je pense que les portes de nos maisons sont ouvertes pour accueillir nos frères palestiniens qui ont besoin aujourd'hui, les femmes et les enfants qui souffrent. Laisser les hommes prendre le combat, mais les femmes et les enfants peuvent être ولادنا ونسانا في ديورنا وحنا نهلاو فيهم le temps que les hommes prennent les armes pour libérer leur terre. Voilà. Ah oui, Allah yarham shuhada. Revenons à notre sujet, enfin revenons à l'actualité nationale. Cette semaine a été marquée par un workshop organisé par le ministère du Commerce ainsi que le ministère des Finances, un workshop avec la participation des opérateurs économiques où, justement, on a souligné le rôle des banques et le rôle des entreprises financières dans la promotion des exportations. Et on était en train de parler de ça dans les coulisses. Est-ce que la formation, enfin l'éducation financière, peut-elle contribuer à renforcer les capacités des exportateurs en matière de gestion financière, justement? Alors juste pour rebondir à ce qui Ouais. était en train de se dire, n'oubliez pas, Concernant les dans banques. une logique de création, alors moi pour ce qui m'intéresse c'est la construction d'un écosystème, en fait c'est ça le sujet. Euh, L'argent, la finance, les banques, c'est une sorte de système lymphatique qui en fait transfère ou fait circuler la confiance dans un écosystème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les échanges qu'on fait, on utilise des monnaies et ces monnaies en fait sont un gage de confiance. Donc, le fait que nos banques nous suivent à l'international, ça permet aussi de diffuser de la confiance. De plus, le fait que les banques s'installent dans des pays, hors que l'Algérie, n'oubliez pas qu'il y a le contexte réglementaire dans chaque pays. Chaque Oui. pays a ses Possède spécificités, sa loi etc. sur l'investissement. Ben, Oui. la banque, quand c'est ma banque qui m'accompagne, elle peut être aussi un warning pour moi qui va dire attention, dans ce pays, il faut faire attention, etc. etc. Donc c'est aussi un gage de sécurité pour moi, mis à part le fait, comme disait Sofiane, en parlant du transfert de le cash, hein, qui est un sérieux problème. Et troisième sujet, c'est aussi des mécanismes que les sociétés internationales ont en venant en Algérie, par exemple, qu'on a vu, j'ai eu la chance d'être trader, c'est que quand vous avez besoin aujourd'hui de faire des opérations d'import-export en Algérie, vous avez besoin de mettre en place des garanties vis-à-vis de votre banque en Algérie. Et généralement, les opérateurs internationaux installés en Algérie font appel à leur banque internationale, donc dans des headquarters, qui mettent en place des garanties internationales entre elles, en fait. Voilà. Et donc, il y a cette facilité aussi de mettre en place des garanties, c'est-à-dire que, imaginons, je suis chez Banque A à l'international et je suis chez Banque A qui est installée en Oui. Algérie et du coup, je mets en place Banque A internationale, une garantie pour la Banque A, mais c'est toujours la même banque. Donc, il y a des facilités et ça donne beaucoup, c'est une sorte de dumping pour les opérateurs. Donc Quand ça, c'est du côté de la banque. Mais aussi, il y a l'exportateur. Alors, Et l'exportateur doit avoir au minimum certaines connaissances de la chose. Hein, alors c'est ça ce il que doit je avoir disais. ce qu'on En fait, appelle maintenant l'éducation financière. quand on parlait tout à l'heure de l'éducation financière, c'est dans un écosystème. Et encore une fois, soyons clairs, ne tourne pas autour du pot. Nous, en Algérie, on a une problématique, c'est que nous sommes, rappelez-vous, nous sommes un pays musulman. Oui. Voilà, nous sommes un pays musulman. Et quand nos relations à la monnaie sont aussi compliquées parce que quand on parle de banque, on parle de prêt, il y a une C'est pour ça que la sous-entendue. finance islamique existe. Alors Karim oui, Brouri. parce que Oui. dans la population, on a une problématique d'interprétation et parfois on interprète le prêt comme de l'usure et donc riba. Disons, appelons un chat un chat. Ouais. Et donc à partir de là, c'est pour ça qu'aujourd'hui on a toute une mécanique de l'État et par nos banques de l'apparition de la finance islamique dans notre pays. Mais peu importe,
ces banques islamiques, même elles, ne peuvent pas fonctionner si on ne diffuse pas du savoir à tout le monde, donc surtout les opérateurs économiques, Ouais. pour qu'on puisse faire la part des choses, dire ce qui est gris, ce qui est blanc, ce qui est noir, et Selon vous, avancer. certains opérateurs économiques restent sceptiques concernant les formules des banques, c'est ça? Beaucoup. Beaucoup. Pas certain. Et c'est normal, nous sommes un pays musulman. Je dirais alhamdoulilah. Mais c'est-à-dire que nous devons Et le cela prendre en rentre dans le charge. cadre de l'éducation Voilà, financière, et encore nous une devons fois. le prendre en charge dans cette logique d'éducation. De flexibilité pour, voilà, pour justement avoir des solutions. Alors, Karim Brouri, vous avez parlé de la confiance entre les exportateurs, enfin la confiance des exportateurs dans le système bancaire. Est-ce que la transparence des processus financiers, c'est-à-dire la numérisation, peut-elle améliorer ou bien renforcer cette confiance des exportateurs dans le système bancaire? Là, tu viens de faire un combo, hein, c'est deux sujets complexes en un. Mais oui, force. Alors, la confiance et la transparence dans les transactions via la numérisation, je dirais qu'aujourd'hui, ce n'est même pas un sujet pour les opérateurs économiques, ça, c'est un sujet pour nous tous. Y compris, tu en parlais tout à l'heure indirectement, de notre diaspora à l'international ou des Algériens à l'international et des enfants d'enfants d'Algériens qui restent très attachés au pays, qui ont de la famille. Je vais donner un exemple et tu vas comprendre et je me permets de te tutoyer, tu vas comprendre ce que j'essaie de dire. Aujourd'hui, si on prend le Mexique, la manne d'importation de devises au pays, hein, si je vais le dire comme ça reste les Mexicains installés aux États-Unis qui envoient de l'argent à leur famille. Aujourd'hui, on a au moins 6 millions d'Algériens qui sont en face de nous, Oui. à 2 heures d'avion, qui pourraient en fait, c'est pas qui pourraient, qui font ça déjà, mais dans les canaux informels. Exact. La problématique du formel est qu'il y a un manque de confiance. C'est aussi simple que ça. Hein, voilà. Deuxième étape, vous savez, aujourd'hui on est en train de travailler sur le marché de change, sur le traitement du change, c'est-à-dire que pour éviter qu'on aille dans le marché au noir. Donc vous voyez, c'est des sujets on ne peut pas le traiter dans une logique Cyrus Paribus, je bloque tout, non, c'est pas possible. Il faut traiter tout ça en même temps. Mais bon, prenons un exemple très simple. Et c'est un message à nos amis du ministère du Travail pour combler le trou de la sécurité sociale. Aujourd'hui, moi, je suis installé à Londres. Et j'ai Sofiane, qui est mon frère, qui est installé à Alger et qui a un salaire très modeste, qui fait qu'on sait pertinemment que demain, la retraite de Sofiane ne va pas être importante, que sa vie va être compliquée. Je voudrais aujourd'hui participer à la cotisation de mon frère Sofiane à partir de Londres. Je dis, moi, chaque mois, je veux, permettez-moi d'envoyer 100 livres sterling. Moi, c'est infinitésimal sur mon salaire. Je vis, voilà, j'ai un salaire correct. Je veux envoyer chaque mois 100 livres sterling pour mon frère en tant que cotisation. C'est-à-dire même pas, je ne veux pas qu'il aille dans son compte. Mais là, il faut que ça soit facile, rapide et transparent. Parce que je veux voir que l'argent que je suis en train de donner à mon frère va réellement sur le compte de mon frère, etc. Ça, c'est l'intérêt. C'est-à-dire, on pourra parler de ce qu'on voudra, même alors, je vais me faire taper sur les doigts ce que je vais dire. J'ai parlé du fait qu'on est musulman, hein, en parlant de riba, mais ça ne peut pas se faire aussi sans l'intérêt économique. C'est-à-dire que les opérateurs, même, on va leur expliquer qu'il n'y a pas de riba, mais s'il n'y a pas un intérêt économique derrière, ça ne va pas fonctionner aussi. Donc, c'est pas, voilà. Deuxième chose, c'est-à-dire que si aujourd'hui vous voulez qu'on utilise tout le process, on injecte de l'argent dans l'économie nationale, il faut de l'intérêt. Donc, moi j'aide mon frère, ça c'est un intérêt charnel, c'est ma chair, mon sang. Et deuxièmement, le numérique est aussi un levier de la transparence. Alors, mis à part le fait qu'il faudra travailler. Alors, ce que je suis en train de parler, c'est un peu d'innovation. Hein, c'est-à-dire qu'il faut qu'on disrupte un peu nos façons de faire. Mais ça permettrait de capter énormément d'argent. Alors, paradoxalement, la Banque d'Algérie et tous nos organes qui font tourner l'argent dans le pays sont connus pour être très rigides, très compliqués. Mais c'est un gage aussi de sécurité. C'est-à-dire que sur les 40 dernières années, ça a été parmi les institutions du pays qui ont été les plus constantes.
C'est-à-dire qu'à l'international, on va dire oui, ils sont compliqués, c'est compliqué de travailler en Algérie avec eux, mais ils sont constants, ils ont toujours été compliqués. Mais entre, comment on dit, Ben Massa ou Doha, ils changent d'avis. Et ça, c'est quelque part un gage de sécurité qu'on peut aussi utiliser pour la mise en place de mécanismes qui permettraient de capter de l'argent. Le numérique n'est qu'un levier. Il n'y a qu'un levier, oui. Voilà, justement. c'est pour ça que je l'ai laissé à la fin en disant ne faites pas du numérique une baguette magique. Oui. Voilà, Oui. Ce n'est qu'un outil qui va accélérer, faciliter des transformations majeures que nous sommes en train de faire. Et je m'arrêterai sur ça. On a parlé du cash et de l'agriculture. Si aujourd'hui on allait observer ce qui se fait à nos frontières à N'Gzam, par exemple, vous verrez que nous exportons depuis longtemps de l'agriculture. Les flahs de N'Gzam, je rappelle, parce qu'il y a de l'agriculture là-bas, et non pas à Tamaras, c'est à N'Gzam où il y a de l'agriculture. Ils sont formatés dès le début pour se tourner vers le sud et non pas vers le nord. Parce que je rappelle que de Tamanrasset, Kidal allait à quelques centaines de kilomètres. Donc c'est plus logique. Et donc du coup, tout ça se fait vers le sud, mais dans une logique totalement informelle et dans le monde du cash. Donc comment aujourd'hui capter ces gens? Je pourrais te donner des dizaines d'exemples où aujourd'hui on pourrait dire que le numérique pourrait être une solution, mais pas que. C'est ce que j'essaie de dire. On reviendra après, si tu veux, sur le sujet du numérique. Justement, nous allons, pas que, voilà. Nous allons maintenant parler de la numérique. C'est une affaire de souveraineté aussi. Hein. Alors, je pense, déjà, il faut apprendre. Peut-être le mot est lourd à apprendre, mais il faut faire la distinction entre numérisation et digitalisation. Ouais. Et je pense que le débat aujourd'hui, c'est un débat de mindset. Ce que disait Sofiane est très, 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 très intéressant. Et même, bien sûr, je réduis pas ce que disait aussi Idil. Mais ce que je veux dire, est-ce que vous avez entendu? La Tunisie fait 10 milliards de chiffres avec sa diaspora internationale. Nous, avec tout l'effort qu'on est en train de faire, et alhamdoulilah, quand même, ce qu'on a fait, ça va, c'est le début, c'est 7 milliards hors hydrocarbures. Eux, avec leur diaspora, ils font 10 milliards. Vous voyez, or que nous, on a 3 fois plus de diaspora. Déjà, c'est très important. Et comment ça a pu fonctionner dans certains pays? C'est qu'on a accepté le fait que les gens vont vers l'informel parce que le taux de change est supérieur au taux de change formel. Et donc, dans l'intérêt, ils veulent aider leur famille. Peut-être c'est pas. Bref, on a compris la logique. Donc, l'État peut dire, OK, well, j'ai très bien compris et je vais carrément le faire moi aussi. À certaines mesures, ça va coûter, c'est peut-être 3, 4, 5, 10 points moins que l'informel, mais vous aurez quelques points en plus que le canal normal, mais avec l'assurance du billet pas faux, etc., oui, etc., etc. Quand Donc, c'est une banque qui vous délivre l'argent. l'argent. En fait, le digital, c'est être citizen-centric. C'est-à-dire qu'on met le citoyen au centre de nos raisonnements et on oublie tous les ministères, on oublie tous les organes, on oublie tout le monde. On ne fait ça que pour lui. La seule et unique personne de l'exercice qu'on doit intégrer dans notre raisonnement, c'est le citizen. Quand on parle, parce que vous parlez de bureaucratie. Oui. Et on ne peut pas parler de bureaucratie sans parler de corruption. C'est impossible. C'est impossible. Parce que la bureaucratie, on ne parle pas de la bureaucratie au sens de Max Weber, on parle de la bureaucratie tordue. Hein. Et donc, c'est la mère de la corruption, on le sait. Alors, n'imaginez pas une corruption tout de suite, c'est des milliards. Non, c'est une corruption pratico-pratique. C'est-à-dire que vous êtes un exportateur, vous êtes bloqué, il faut aller vite. Votre banque, elle attend les 500 € de remboursement. Enfin, il faut aller vite. Il y a un moment donné, pour aller vite, vous allez aller voir Abdelmalek, excuse-moi, ça tombe sur toi. Il me met dans ce réseau de corruption. Et je dis, Abdelmalek, tu connais quelqu'un? Il lui dit, ouais, écoute, pour 1000 $, on peut payer un mec quelque part. Il va nous... Parce que l'exportateur, à un moment donné, il faut comprendre. Moi, j'aurais dit 2000 $. Alors, non, oui, il faut comprendre. Non, mais c'est vrai, c'est très sérieux. C'est-à-dire qu'on demande à nos opérateurs économiques d'aller loin, vite, fort, pour combler le manque, changer un paradigme économique du pétrole vers autre. Ce qu'on leur demande, c'est énorme. C'est vrai. Hein, et ils vont faire beaucoup de bêtises. C'est ça. Alors, on a deux solutions. Ou on se met de leur côté et on va tout faire pour éviter qu'ils fassent les bêtises. C'est aussi simple que ça. Et on va éviter, de créer des cas qui vont aller vers la corruption. Et je donne un exemple très simple et je m'arrêterai
pour ne pas monopoliser la parole à Abdelmalek, le ministère de l'Intérieur a fait plein de choses qui sont en train... Alors, est-ce que c'était raisonné, réfléchi comme ça ou pas? J'ai eu la chance d'être expert national dans la modernisation des services publics auprès de l'ONU et avec le ministère de l'Intérieur, où c'était un réel sujet en disant, offrant un service qui est payé pour éviter les contournements du système. Aujourd'hui, vous avez besoin d'un passeport. Exact. En 24 heures, vous pouvez l'avoir en payant 45 000 une dinars, quittance, je crois, de l'ordre, si je ne dis pas de bêtises, de 25 000 dinars auprès de vos impôts. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'État et le ministère de l'Intérieur disent « Ok les gars, n'écoutez personne. Si vous voulez avoir votre passeport vite, moi je sais le faire et ça coûte tant. Vous voulez avoir 48 pages au LOS 24, ça coûte tant. » Et en fait, il faudrait qu'on applique ça. Et ça, c'est un mix entre le numérique et une dérégulation de notre façon de faire. Et le numérique, en fait, ce que je disais, vraiment, c'est le digital. C'est-à-dire c'est un mindset où on met le citizen au milieu de tout ça, qui va forcément impacter tout et surtout impacter les process. Et aujourd'hui, en fait, le grand challenge, c'est d'avoir des compétences qui connaissent les métiers et qui sont capables de refaire les process pour qu'on puisse les digitaliser. Parce que si aujourd'hui on fait quelque chose de tordu et qu'on va le digitaliser, ou alors là, si en plus on met de l'IA dedans, on va simplement accélérer et faire mieux le tordu qu'on faisait depuis 30 ans. Donc l'idée aujourd'hui, c'est qu'on a besoin de l'outil, du décloisonnement et des compétences de savoir métier, des process, pour repenser le tout autour d'un citizen, un citoyen qui peut être nous, mais qui peut être aussi un agent économique qui peut, par la précipitation, faire des erreurs, or qu'aujourd'hui, l'État doit être au service du citizen pour éviter qu'il ne fasse des erreurs. Quelque part, ce que je suis en train de dire, je vais me faire taper par les gens de Hafid al-Ahtam, nos amis de la loi, ce que je suis en train de dire, c'est limite la doctrine tout le monde doit connaître la loi. Peut-être il faut la revoir en disant, peut-être tu ne connais pas la loi, il faut qu'on mette des mécanismes où on s'assure que tu ne fasses pas de bêtises. On te tienne la main. Et en fait, le numérique et la digitalisation, on a aujourd'hui un haut commissariat numérique qui a été mis en place par le président de la République. Je pense que le président de la République, il est super clair sur le sujet. Il a été très très clair sur un des derniers entretiens qu'il a donné aux journalistes où il a clairement fait comprendre qu'il y avait de fortes résistances au changement et qu'il était garant pour que ces résistances au changement cessent. C'est-à-dire que c'est la première force du pays. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui on peut en parler sans avoir peur de froisser quelqu'un. C'est notre président qui l'a dit. Et donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui on doit se battre pour qu'on mette tout de côté, qu'on repense nos process, qu'on utilise l'outil digital. La question de la souveraineté de la data viendra au moment opportun. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous parlez de souveraineté de data comme si on avait déjà mis en place les process et les outils. La souveraineté de la data, ça va être un sujet très, très vicieux où on va commencer à parler forcément des data centers gouvernementaux qu'on a besoin aujourd'hui dans le pays. Sauf qu'avec les procédures d'achat de l'État, parce que quand vous parlez de digital, il faudra changer nos procédures d'achat. On ne peut pas acheter, le procurement de l'État ne peut pas, le marché public comme on l'a aujourd'hui, ne sait pas acheter du digital aussi vite, aussi fort, aussi rapidement qu'on le veut. Donc aujourd'hui, on sait que si on va construire des data centers, si on le veut, sans qu'il y ait corruption, malversation, quelque chose qu'on va jeter au bout de 10 ans, ça va nous prendre 3 ans minimum pour le faire correctement, peut-être 4-5 ans. Donc, on n'a pas le temps d'attendre 3 4. Donc, il faut d'autres mécanismes. Les Américains ont mis en place d'autres mécanismes pour gérer la data. Et deuxième chose, aujourd'hui… Des mécanismes comme quoi? En fait, on peut être souverain sur la data au sens où je veux avoir accès à ta data où tu l'héberges sur la planète. C'est différent. C'est-à-dire que je veux avoir une porte qui me permet de rentrer n'importe où pour savoir où la data est stockée et avoir accès. Alors, et deuxième sujet, solution, c'est mutualiser tous les data centers qui existent aujourd'hui en Algérie. Dans une logique de décloisonnement, aujourd'hui le ministère de l'Intérieur a des data centers, Sonalgaz a des data centers, les banques ont des data centers, plusieurs organes souverains ou publics ont des data centers qu'on pourrait mutualiser aujourd'hui. Je rappelle que vous voyez, en fait, je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez très bien la problématique du data center aussi souverain. On a de la data qui peut être stockée à l'international, on ne voudrait pas. Mais ce n'est pas ça le problème. On peut avoir des opérateurs économiques, dans la lancée des bêtises, comme je disais, peuvent faire des affaires avec la Corée du Nord. Et je rappelle que la Corée du Nord est sous embargo.
Et dans le monde numérique, c'est possible parce qu'il n'y a pas de frontières. Et à ce moment-là, si la solution est en train de tourner à l'international, on va se retrouver dans une problématique, comment dire, Et problématique, d'affaires étrangères, oui, à cause d'un opérateur un incident qui a diplomatique cassé carrément, oui. un embargo dans un délire parce qu'il y a un data center en Corée du Nord ou je ne sais pas ce qu'il a fait. Donc aussi le fait d'avoir nos propres data centers pour permettre que ces Donc, il y data, a des ces lois qui solutions régissent voilà, tournent le autour. fonctionnement Et de ces dernier data sujet, centers. si on veut avoir des data centers et une souveraineté sur la data, il faudrait qu'on ait un réseau de notre fibre optique interne. C'est-à-dire que même si aujourd'hui on est déconnecté Du monde, on est capable d'avoir on nos peut accéder à nos solutions données. qui tournent en local entre nous, y compris pour les banques, etc., qui sont aujourd'hui. Et dernier point, Ouais. ça serait bien que tous nos organes aient des emails gouvernementaux. Ça, c'est Voilà, le ça, dernier c'est, point petit, à marquer. Merci à vous, messieurs. Merci pour vos réponses et merci d'avoir accepté mon invitation. Chers téléspectateurs, c'est ainsi que s'achève cette émission. Merci aussi à vous de l'avoir suivi et je vous dis à la semaine prochaine. Merci.